bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Judith Magre, Jean Benguigui, Philippe Gueluc, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, mais on aurait dû au moins se faire à votre place, mais enfin ça va. Moi j'ai vu circuler quelques billets de T'as 200 vu francs aussi avant l'émission. Oui, pas 200 francs, je connais, 50 francs. Tout s'achète en fait. Ah, hein. tu parles. Tout s'achète sauf la gloire, disait Napoléon. Le public a gardé quelques applaudissements. Pour Isabelle Mergo. Magnifique. Oh, bonjour Madame de Fontenay. Elle a un chapeau, elle a une cloche incroyable. Oh, le bourrier que c'est dans Paris. Bientôt Pâques, hein. Je dis bientôt Pâques. Le drame avec les gens en retard, c'est que non seulement on les attend, mais qu'en plus quand ils arrivent, ils racontent des embouteillages. Oui. C'est d'un ennui. Ah là, aujourd'hui, ça bougeait pas, je vais te dire. La rue de Picpus, je te raconte même pas. Judith, il y a longtemps qu'on ne vous a pas accueilli dans cette émission. C'est un plaisir de signaler votre retour. Qui est partagé. Me parlez pas de l'actualité, j'ai pas lu un journal depuis un mois. Ah, alors. c'est un peu embêtant parce que c'est le thème de l'émission. Ben oui, je sais. Ben c'est pour ça que j'ai tort de venir aujourd'hui. Puis à cause des embouteillages, je suis arrivée tard, j'ai pas eu le temps de regarder les journaux. Alors on va vous résumer. Donc la guerre du Golfe est terminée. Le général Schwarzkopf a défilé en vainqueur. Il y a ces gars Tiberi et De Gaulle est Delanoë, mort. ça je sais. Et il y a les agneaux et la fièvre afteuse. Oui, d'ailleurs, un auditeur me signale par email que Valérie Mérès, dont vous vous êtes moqué, Pierre Bénichou, hier, quelle horreur. Valérie Mérès n'a pas dit de conneries quand elle a signalé que son beau-frère avait eu la fièvre afteuse. Géraldine Azeraf qui m'écrit, qui dit « Je confirme que ça existe, car je l'ai également attrapé quand j'avais 12 ans, j'en ai aujourd'hui 28. Je confirme que c'est un bon moyen pour maigrir. Je n'ai pas pu manger pendant un mois, mais surtout le plus terrible, c'est que les aftes sont partout, bouche, gorge, et que le pire de tout ça, c'est que ça pue. Donc non seulement vous perdez 10 kilos, mais en plus personne ne veut plus vous parler ou vous approcher compte tenu de l'odeur. Tout va bien aujourd'hui et je suis même obligé maintenant de faire des régimes sans fièvre afteuse, dit cette dame qui m'écrit. Voilà, Bénichou. D'abord, je ne me suis pas moqué d'Evelyne, de Valérie Lemercier. Mais ensuite de ça, pardon, Valérie Mérès. Ah ben ça va bien ce matin. Je suis Si elle se gâteux reconnaît à cause de la fièvre afteuse. Ensuite, Evelyne Azeraf. Est-ce qu'on peut me passer sa lettre une seconde? Voilà. Chère Evelyne, vous ne sentiez pas mauvais comme vous l'avez cru. C'est que vous aviez trop maigri. Vous avez aujourd'hui 28 ans. Vous avez attrapé cette fièvre afteuse quand vous aviez 12 ans. C'est-à-dire il y a 16 ans. C'était en 1986, donc. 85 même. Et bien en 1985, je me souviens vous avoir croisé. La rue avait été barrée. On avait dit attention, il y a Evelyne qui pue. C'est faux, vous avez perdu 10 kilos, c'est bien fait. Et maintenant, j'espère que vous allez revenir à la vie, car il faut toujours regarder demain. Au revoir, Evelyne. Parfait, belle réponse. Jean Benguigui. Evelyne, je sais d'ailleurs que vous appelez Géraldine, en fait. Oui. Et j'ai dit Evelyne pour brouiller les pistes. La mauvaise foi de ce type. Il s'appelle la girafe. Oui, Azeraf. Et avoir des aftes dans toute la gorge quand on est d'une girafe, ça en fait un sacré nombre. Oh, il y a à propos de la fièvre afteuse et de cette épidémie dans Charlie Hebdo quelque chose d'assez rigolo. Ils disent en raison de l'épidémie de fièvre afteuse, les Anglais remplacent les courses de chevaux par des courses de hamsters. Hein, on en a parlé ici. Ils ont bien pensé à faire courir la famille royale, mais elle est trop proche du cheval. Bon, cette fièvre afteuse vous inquiète, donc Judith Magre. Mais non, mais ça m'inquiète pas, je comprends pas pourquoi on guérit pas plutôt que tuer. On ne peut pas guérir chaque animal, parce que les animaux... Je suis pas plus pour la guérison que pour la tuerie. Les éleveurs aiment beaucoup leurs animaux, mais jusqu'à un certain prix. Et c'est un type qui a 300 moutons, il ne peut pas soigner 300 moutons comme on soignerait 300 personnes. Et quand on tue ces moutons, ils perdent pas beaucoup d'argent. Pierre, vous qui connaissez l'agriculture comme personne, et celui qui a des Vraiment comme personne. celui qui a des moutons et des dindons. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit choisir? Oui, j'aime bien mes moutons, mais j'aime bien mieux mes dindons. Ah ben voilà, et il est devant ce choix. Donc, puisque vous avez... On dit il faut passer les voitures, les gens dans des rivières, des espèces de rivières, de ruisseaux. Bon, mais puisque ça se répand dans l'air. Alors, je comprends rien à leurs histoires de non, ma chérie, ne comprends pas. Tu gardes ton charme discret de la magritude. Qu'est-ce que t'es charmant? Qu'est-ce que tu vas comprendre pour des jeunes femmes des villes, ça? Tu es arrivé étonnant, vous avez ici un spécialiste. Tu t'y connais pas plus que moi. Non mais elle a raison. Mais en Belgique, on a compris et on lave l'air aussi.
Non, mais c'est horrible, il faut Non, le dire non, absolument. non. Moi, Et depuis- c'est pour non. faire- c'est Isabelle pour faire- Mergo. Comment il fait Pierre Taisez-vous, Pierre. Comment il fait Pierre Taisez-vous. On entend que vous, hier soir, vous étiez encore chez Delarue. Il y en a marre. Allez, on va le dire aux auditeurs. Ça fait 10 minutes que Gérard essaie de placer une phrase et à chaque fois je donne la parole à quelqu'un d'autre. Mon pauvre GG. C'est pas grave. Mon pauvre Ce GG. qui m'amuse, c'est que vous avez ici un spécialiste de l'agriculture, à savoir moi, et que je n'ai pas encore pu vous expliquer des choses élémentaires. Alors allez. Reprenons les choses depuis le début à propos de la 30 maladie. secondes, attends. Avant, on avait pensé vacciner les animaux. Oui, ça coûtait soi-disant trop cher. Je vous signale qu'on va peut-être revenir à cette méthode du vaccin. Maintenant, soigner les animaux, ça n'est pas possible pour des raisons de coût. Ça, c'est une chose évidente. Deuxièmement, à propos, Judith, de ces méthodes qui consistent en effet à éviter que ça se propage. Vous dites, ça ne peut se propager d'une autre façon, bien évidemment, mais vous réduisez beaucoup les risques de contamination. Dites donc, je voudrais vous demander, ça vous écorcherait la gueule de l'appeler Mademoiselle Judith? Non, sérieusement. Après ça, vous avez gardé les moutons ensemble. Gérard, comme j'écris scrupuleusement tout ce que tu dis, est-ce que tu peux parler un peu plus lentement, s'il te plaît? Non, parce que vraiment, c'est très intéressant. Mais j'ai bien compris ce que veut dire Gérard. Et, Moi aussi, j'ai compris. et je- Non, mais j'ai compris. Ah. Même quand c'est lui qui parle, je comprends. en gros, le fait de se balancer les pieds dans de comment ça s'appelle d'ailleurs Ouais, non, mais enfin dans de l'eau de javel ou je ne sais quoi ce qu'ils mettent dedans. Bon, ça réduit les risques, même si vous avez raison, Judith, on peut l'attraper par l'air, la fièvre Mais les afteuse. raisons économiques qui fait que ça coûte cher de les soigner, eh ben, ça leur coûte très très cher à tous ces pauvres gens de plus avoir d'animaux. Alors je comprends rien. Mais c'est pas très compliqué de soigner un mouton, je comprends pas, on lui fait un vaccin et puis après on n'est pas obligé de venir tous les matins lui prendre sa température Philippe Gueluc. et lui amener Alors, du Ça ne bouillon. soigne pas. Isabelle, le vaccin ne soigne pas, le vaccin prévient. Oui, mais là on n'est pas en train de tuer des moutons qui ne sont pas encore atteints. Mais bien sûr. Eh ben faut les prévenir, pas les prévenir qu'ils vont mourir, mais les prévenir Mais en les vaccine. piquant, enfin en les piquant, Oui, t'as raison. en les piquant, en les vaccinant. Alors ça me tue aussi. C'est Non, ça une les tue, décision de l'Europe qui n'arrive pas. Il est interdit en Europe de vacciner les bêtes contre la fièvre. Non, mais ce qui Tu sais m'amuse, quel est le mot est-ce d'ordre, qui maintenant ici, Décime-moi un mouton. qui est-ce qui ici, franchement, c'est à se foutre de la gueule du monde, qui ici serait prêt à manger du mouton qui a eu la fièvre mouton, afteuse Du mouton Moi, je veux bien manger du moufton, mais avec des frites. Du mouton qui aurait eu la fièvre afteuse et dont on vous dirait il a été soigné. Judith, vous en mangeriez Mais moi, je mange pas de Gérard, c'est viande, parce que vous avez enfin. des aftes que vous prononcez mal. Non, c'est parce que je mange en même temps des croissants. Ce qui se passe en tout cas à La Baroche-Gondouin, là où tout est parti, hein, c'est terrible parce que ce type qui manifestement n'est pas éleveur, il est négociant, hein, il achetait des moutons en Angleterre et il les revendait tout de suite après, 2 jours après d'ailleurs. Ce type se fait tailler des croupières par tout le voisinage. Vous avez lu dans les journaux, c'est terrible. Mais cet homme, comme les gens qui avaient importé des farines animales, font un véritable crime. Ah oui. Mais oui, parce qu'ils ils sont passés au travers des lois pour importer ces animaux qui maintenant nous foutent cette épidémie. C'est un crime contre la bestialité. Voilà. Un voisin paysan raconte, il a acheté les bestiaux en Grande-Bretagne. C'est écrit comme ça dans France Soir. Hein. Ah ben dis donc. Oh bon, il a acheté les bestiaux. Il avait la fièvre acheteuse d'ailleurs. Tiens, voilà. Oh, j'ai la question en Angleterre. Il les gardait seulement pendant 15 jours sur son exploitation, puis il les revendait sous le label Mayennais. C'est du vol, dit un voisin paysan. Alors, bien que c'est du vol. Et vous savez ce que l'éleveur anglais lui disait? Hello my friend, I give you 5 muttons. Give me a little pound and I... Stop here. Don't fear my friend. No paper between us. Stop here. Est-ce que les chèvres peuvent attraper la fièvre afteuse? Je dis ça parce que je suis allée au cirque romanesque. Ça, je vous conseille d'y aller, c'est formidable, c'est formidable. Et alors, dans Pariscope, on dit chèvre, cheval, oiseau, etc. Moi, je suis allée à une représentation qui m'a absolument ravie, je vais y retourner, mais enfin, il n'y avait plus ni chèvre, ni cheval, ni oiseau. Tous ces animaux auraient-ils attrapé la fièvre afteuse et ils n'ont pas voulu nous prévenir? Je peux pas vous répondre. Non, moi j'ai vu là-dessus un truc, c'est qu'ils les ont mis en quarantaine préventive et les animaux n'ont plus le droit de se transporter Alors, d'un point à un autre. parce que Alexandre, le bel Alexandre Romanès, le chef de, Le dernier des Romanès, oui. Il a raconté qu'on lui avait volé sa chèvre à Béziers. Non. C'était un légionnaire alors peut-être. Une chèvre à Béziers, c'est mieux que d'avoir une femme à aimer. C'est ça pour dire qu'il faut aller au cirque romanesque parce que c'est C'était formidable. pour nous dire ça en fait. Hein. Oui, c'était pour vous dire ça, parce que je trouve que parler des spectacles, c'est plus rigolo que de c'est parler. pas du tout pour ça, c'est pour pouvoir dire le bel Alexandre Romanet. Aussi.
Comme ça, ces messages, t'as compris? Mine de rien, moi, je ne t'aimais point à la radio même, j'ai dit le bel Alexandre. Eh oui, je vous emmène à Washington. Vous voulez aller à Washington? Allez. Toujours à propos de la fièvre afteuse, parce que là-bas, il y a Quincy qui travaille à l'aéroport de Dulles. Qui c'est Quincy? C'est un chien. Il appartient à une unité canine qui traque les éventuels porteurs du virus. C'est-à-dire que vous arrivez là-bas et il y a un petit chien, un petit manteau de coton d'ailleurs, qui arrive au bout de sa laisse, qui vous renifle. Et il est dressé pour repérer les fruits, la viande, les fleurs. Il repère 10 à 12 passagers transportant ces produits chaque jour. Produits risquant d'être contaminé. Pas le fromage. Le fromage, ça, il n'arrive pas. C'est le moment de passer de la cam. Hein. Et vous... Si tous les chiens sont dressés pour la fièvre afteuse. Alors là, par exemple, on a vu à Washington une touriste anglaise débarquant. On lui demande: avez-vous été dans une ferme pendant les 5 derniers jours? C'est la question qu'on vous pose toujours quand vous arrivez là-bas. Bon, d'habitude, vous répondez non. Elle, cette conne, elle dit oui il y a 3 jours. Elle est con. Hein. Moi, on me demande: t'étais dans une ferme depuis 5 jours? J'ai pas été dans une ferme depuis 5 siècles, moi. Je vais foutre dans une ferme, moi. Oui, elle dit oui il y a 3 jours. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me montrer les chaussures que vous avez utilisées pendant cette visite? Lui demande le douanier. Elle sort de son sac de voyage des Reebok. Ces chaussures sont pleines de boue, une horreur. Alors les caméras se bousculent, un agent amène les grolles dans un petit laboratoire et là il y a une table couverte de fruits, d'oignons, de saucissons, de viande séchée, un vrai buffet international, nous dit-on. Et après avoir enfilé des gants de caoutchouc, on s'attaque aux chaussures de la dame au-dessus d'une poubelle tout en expliquant chacun de ses gestes. La première phase du processus consistant évidemment à décrotter les semelles, puis ensuite de plonger le tout dans un bain désinfectant. C'est incroyable hein, quand même. Hein. Mais c'est un bon plan ça pour se faire nettoyer les chaussures à l'œil. Mais enfin, tu dois aller à Washington pour ça. C'est vrai. Tu t'emmènes toute une valise de chaussures crottées. Et puis t'attends. Ben oui, c'est sûr. Alors, on lui a quand même dit, une fois rendu les chaussures, attention, vous êtes invité à ne pas fréquenter d'animaux sauvages ou de bétail pendant 5 jours. Évidemment. Hein. C'est impossible de ne pas fréquenter d'animaux sauvages pendant 5 jours. Si vous connaissiez mon ami Harry, je ne peux pas m'en passer, c'est un animal sauvage. C'est une brute extraordinaire. Il est con. En Belgique, vous souffrez aussi? Nous souffrons, mais de tellement d'autres choses. Non, je crois pour l'instant, il n'y a pas de... Moi, j'essaye de transporter, de ramener des virus. Chaque fois que je rentre chez moi, il me désinfecte rien. Ce que je voulais savoir, Guélux, c'est si en Belgique, les pédiluves, on les mettait pas en prison en ce moment, non, c'est pas ça. Mais chez ma sœur, il y en a un pédiluve enfin une espèce de pédiluve à l'entrée. C'est pour se nettoyer les pieds. Comme dans les piscines. Un pédiluve, ça s'appelle. C'est pour que, par exemple, les champignons que tu as sur les pieds ne soient pas transmis à tous les autres nageurs à la piscine. On te demande de la passer... Piscine, quoi, des piscines publiques, vous voulez dire? Il y a des gens qui vont là-dedans. C'est extravagant ce que la pauvreté peut faire. Qui est con. Isabelle, vous vouliez dire à propos des pédiluves? Oui, que ma sœur, elle a une espèce de pédiluve à l'entrée de chez elle. Vous savez, tout à la campagne, ils ont toujours des trucs pour se racler les chaussures, quoi. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans le pédiluve de votre frangine? Eh ben, je me décrotte les pieds. Quand on est allé tout au fond du jardin pour aller voir ces ciboulettes, comme elles sentent bon, la sarriette, puis voir la fraise. Le serpolet, tout ça, quelle horreur. Moi, j'ai des amis à la campagne, il fait tellement dégueulasse chez eux que vous êtes obligé de vous décrotter les pieds en sortant de la maison. Non, mais alors c'est ça qui est très curieux. Plus ils sont proches de la terre, et moins ils volent de la terre chez eux, dis donc. Ouais. Ma sœur, en tout cas, c'est comme ça. Plus on est Ils loin de veulent la faire terre, comme moins on on a est. besoin de se décrotter quand on rentre aussi. Il faut bien comprendre ça, si tu réfléchis un petit peu. Ouais. Parle-moi comme une débile, toi, ils t'en font une. Hein. À l'entrée de ce studio, nous avons en tout cas installé un pédiluve. J'espère que vous avez marché dedans, Isabelle. Ah, non. Fallait? Oui, on a mis un peu d'eau, on marche Si dedans. par hasard j'étais passé par RTL, il faut que tu t'essuies les pieds. Pour Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Judith Magre, Isabelle Mergot, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Gueluc et Gérard Miller. On n'a pas encore parlé des élections municipales, deuxième tour dimanche, vous le savez. Et dans la Croix, un article qui m'a interpellé ce matin, on nous raconte l'histoire d'une candidate qui s'appelle Françoise Coupu, candidate UDF à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Elle est arrivée en tête au premier tour des cantonales, puisqu'il y avait aussi les cantonales dimanche dernier. Elle est arrivée en tête au cantonal avec 39,58% des voix.
Elle a dû, évidemment, pour le deuxième tour, renouveler sa candidature, sauf qu'elle a oublié. En effet, la conseillère municipale sortante a confondu l'horaire limite d'inscription pour les municipales qui était mardi minuit avec celui des cantonales qui était mardi 16h. Elle s'est présentée à 19h. Il était trop tard pour être enregistrée. Alors qu'elle était en tête au premier tour, elle ne pourra pas se présenter au deuxième tour. Rendez compte un peu? Incroyable. Elle va faire un recours au Conseil d'État ou un truc comme ça? Je sais pas. J'ai son adversaire en ligne, monsieur Henri Forgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Molène en Haute-Pyrénées. Oui. Et vous étiez candidat au cantonal aussi? Voilà, j'étais candidat au cantonal pour le Parti socialiste, oui. Et alors c'est vous qui avez fait boire des coups à Françoise Coupu de 16 à 19h. Et puis elle a oublié d'y aller. C'est possible. Peut-être vous allez vous désister, vous aussi, ou en tout cas vous retirer, ou faire annuler cette élection, parce que quand même, elle a oublié de se présenter. Vous pouvez pas accepter une victoire aussi facile. Ah, mais non, mais vous savez, moi je vais être candidat contre moi-même, candidat Forgue contre Forgue, là. Hein. Et vous savez, l'oubli, en l'occurrence, c'est une qualité. Hein. Comment vous interprétez ça, vous, monsieur Forgue? Oh, ben vous savez, j'interprète pas trop, j'accepte, je suis bien content. Et puis voilà, elle permettra, si vous voulez, à un socialiste d'être conseiller général du canton de la Meuzan. Et voilà. Jean Benguigui? Ben écoutez, moi, monsieur, tout est perdu, Forgue l'honneur, en fait. Non, mais moi, je trouve pas ça très fair-play, quand même. Non, dites-lui venez, puis tant pis, puis soyez fair-play, quoi. Non, je crois qu'on s'arrangera tous les deux, oui, il n'y a pas de problème. Elle est très sympathique, alors, on se connaît bien, pas de problème, hein. C'est si. Moi, je suis de votre côté. Je crois qu'il ne faut pas vous gâcher la fiesta de monsieur Forgue. Parce que c'est vraiment la Forgue fiesta. La Forgue fiesta, vraiment. De toute façon, la politique, c'est ça. Hein. La politique, c'est un oubli, une élection, un oubli. D'ailleurs, monsieur Henri, je peux vous appeler Henri? Oui, pas de problème. J'espère que vous aurez une Forgue élection. Non, mais c'est... Dimanche prochain. Ne vous laissez pas influencer, cher monsieur. Cette dame a un inconscient. Cet inconscient lui a conseillé de se tromper. C'est drôle qu'on considère qu'un oubli, ça ne dit rien finalement de son vrai désir. C'est de la psychanalyse et compagnie, ça. Mais Monsieur Forgue, on va vous remercier, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez, je serai l'élu de la majorité plurielle et plus des étourdis du canton de la Meuzan. C'est une belle conclusion. On vous remercie, monsieur. Voilà. Au revoir, monsieur Forgue. C'est rigolo comme histoire. très drôle. Ça n'arriverait pas à Paris, ça, hein, que Philippe Séguin ou Jean Tibéri oublient de présenter quelques listes. Alors venons-en aux élections. À Paris, il a l'air de récupérer un peu de pêche, le Philippe Séguin. Hein. Moi, je ne sais pas qui récupère, mais en tout cas, il y a un truc, c'est que d'habitude, pour les élections, on est toujours emmerdé. On arrive dans un café, on se dit, pour qui ils ont l'air d'être ici? Pour la droite, pour la gauche? Tandis que là, c'est tellement pointu que il y a une phrase. On arrive dans un café, on prend l'air très triste et on dit putain, c'est pas gagné. Hein. et c'est valable pour tout le monde. Ah oui, tout le monde dit parce que t'as raison, Pierrot. Certains pensaient que le taureau allait mourir dans l'arène. Eh bien, il n'est pas manso. Il n'a pas été mis à mort à minuit, a dit le député des Vosges, monsieur Philippe Séguin. Manso, ça veut dire non combatif en langage. Ça voulait dire pas de main. Non, manso, c'est en tauromachie qu'on dit ça. Voilà. Et c'est vrai que moi je l'ai vu hier soir sur France 3 Paris-Île-de-France, Philippe Séguin, il avait l'air d'avoir récupéré du tonus. Mais bien sûr, il va peut-être même nous trouver un programme d'ici dimanche. Non mais c'est formidable, c'est comme Tibéri, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils feront une fois au pouvoir, mais par contre pour y arriver, ils ont un tonus incroyable. Et Tibéri a repris du poil de le bête. Tout le monde dit maintenant dans les radios, on l'appelle le maire sortant, ce qui est une façon quand même de lui redorer le blason. Alors que, dites-moi une seconde, qu'est-ce qu'il a dit de politique depuis 15 jours, Tibéri, aussi bien que Séguin? Rien. C'est extraordinaire. Rien. Et les gens vont voter pour quelqu'un ou pour une liste qui n'a strictement aucun programme pour Paris. C'est pas une tribune pour faire de la propagande ici. Hein. Ça veut pas dire parce qu'ils s'appellent Tibéri ou qu'ils s'appellent Séguin, c'est pas le délit de cette gueule, c'est pas parce qu'ils sont de droite que ce sont des salauds. Ce sont des cons, c'est pas pareil. Je voudrais quand même en venir à la fameuse phrase de Philippe Séguin. Alors là, Tibéri l'a mal digéré. D'ailleurs, il pense peut-être même porter plainte pour diffamation. La phrase de monsieur Séguin dans Le Monde, il paraît même qu'il a sorti une casserole dessous de son bureau face aux journalistes du Monde interloqués quand il a dit, eh bien voilà, une casserole et la publicité qui est faite autour, ça vous vaut parfois 3 ou 4 points supplémentaires dans ces élections. Il n'a pas cité le nom de Tibéri, mais évidemment, on ne pensait qu'à lui. Il a dit ce matin que c'était pas vrai. Ah oui? Il a raison de dire ça, parce que tous les gens qui ont eu des ennuis avec la justice, quand même, Mélic, Balkany, le maire de Levallois-Perret, tous ces candidats-là
ont eu beaucoup de voix et les gens sont très contents d'eux parce qu'il y a toujours en France, on avait eu ça avec Tapi d'ailleurs, les gens aiment bien un peu gangster, comme ça leur plaît. Cette histoire de casserole est amusante parce qu'il sort, c'est typiquement un geste qu'il faut faire devant les caméras de télévision, ça. Oui. Sortir une casserole, par exemple, Oui. c'est une image forte. Lui, il le fait devant des journalistes de la presse écrite. Du Monde, où il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Et à la télévision, il n'a rien fait de tel dans le débat sur C'est vrai. TF1. Il a fait son gros rire. Comme ça c'est un truc qu'il faut faire devant des journalistes de la presse écrite. Je n'ai pas une folle sympathie pour M. Séguin, quoi qu'il soit bel homme, mais je ne peux pas, quand il est attaqué par des étrangers, comme c'est le cas ici, j'ai envie de le défendre. Non, quand un Miller ou un Gueluc l'attaque, je trouve ça que c'est pas plus. J'ai pas attaqué, j'ai parlé de la casserole. Pas Non, je trouve amusant d'imaginer la vie privée d'un type comme ça le matin, donc il sait qu'il a une interview avec les journalistes du Monde, et chez lui, le matin, dans la cuisine, il prend une casserole. Il faut imaginer la scène et sa femme lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, Parce qu'il ne veut pas dire, il croit que c'est une bonne idée. Poupette prend une casserole. Hein. Alors il emmène, il y part, il prend le métro, je sais pas, le matin, mais il est là avec, sa grande casserole blanche, et puis il arrive au bureau, il la cache derrière son bureau pour dire « Ça va les clouer, ça !» À propos, en tout cas, de ceux qui ont des casseroles et des primes ont mis en examen, en quelque sorte. Il y a un dessin terrible de Sharp dans Charlie Hebdo, où on voit un Français effrayé qui dit « Tibéri, Dassault, Balkany, pourquoi les Français votent-ils pour des escrocs ?» Et la réponse c'est « Parce qu'aucun criminel de guerre ne se présentait. » C'est affreux, terrible pour notre pays, ça, quand même. Hein. Laurent, il y a dans les couvertures auxquelles vous avez échappé, il y en a une autre qui est formidable, c'est Allez-y. le couple qui est en position de 69. Ah, j'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu? Les Français partagés, Oui. entre triangulaire et ballottage. Ah oui. Ah oui, faut le voir, le dessin. C'est pourquoi Ça va, on comprend. Mais Hein. oui. On serait pas en France, non? Parce que les gens rient à ce genre de plaisanterie. Ballottage et triangulaire en position de 69. Mais c'est le degré zéro. Et vous étonnez que je m'expatrie? Non, sérieusement. Allez, direction Lyon, où, alors là, évidemment, ça se bouscule aussi à droite, même s'il y a eu un accord bizarre entre Charles Millon et le professeur Dubernard, parce que on dit que le professeur Dubernard se serait fait un peu couillonner par Charles Millon, et que Dubernard, qui croit être maire de Lyon si la droite l'emporte, c'est pas gagné. Hein? On dit que Millon a déjà passé des accords pour le troisième tour en cas d'élection, oui. Voilà. Attendez, millions, ça fait combien en euros, ça? Judith, vous êtes allée voter dimanche dernier? Vous allez aller voter dimanche prochain? Non. Comment ça se fait, ça? Eh ben oui, je me fais engueuler par tout le monde. T'as le droit de voter, tu te rends compte, le droit de 9 ans. Eh ben j'ai le droit, ça veut pas dire que j'ai l'obligation. Évidemment que si on me disait vous allez être battu si vous allez pas voter, j'irais voter. Eh ben, je te le dis, Judith. Eh ben peut-être que ça dépend qui me battrait. Un peu Si SM? c'est par exemple un directeur de cirque. Le bel Alexandre. Le bel Alexandre. Avec son fouet et sa fièvre afteuse. Vous n'avez aucune conscience politique? Absolument pas. Mais comment se fait-il? Eh ben parce que j'ai été entouré de trop de gens qui en avaient. Et ils m'ont fait chier. Dites, c'est pas le mec de Stéphanie que vous êtes en train d'essayer de piquer, là, Judith Ah, Mag. mais écoutez, non, ne dites pas des choses comme ça, parce que si ça se trouve, il écoutera l'émission. Il a une femme absolument merveilleuse. Je ne suis pas amoureuse d'Alexandre. Je trouve son cirque formidable. Je dis à tout le monde d'y aller. Quoi? Son cirque. Cirque. mais non, je ne suis pas amoureuse d'Alexandre, et pas du tout. Tu as vu le sanglot qu'elle a réprimé après quand elle a... C'est quoi sa spécialité? Non, mais lui, maintenant, il a été dresseur de Lyon. chienne. Et il dit que là. Dresseur de Lyon, hein, voyez. Oui. Ah. Oui. Ah. Oui. Et il raconte, parce que c'est un fils bouglione. Je le vois bien dire ouvre grand ta grande gueule. Oh, pardon. Et Judith, on Monte t'a... sur ce tabouret. Dis-moi, Judith, je me suis... Que je mette ma tête dedans. Et alors après, il en a eu marre des gens du cirque. Il a quitté le cirque. Il a été rempailleur. Il a fait tous les métiers. Rempailleur. Ailleurs, C'est ça que tu as aimé, alors. Ces anciens lions. On sent un regain de beauté formidable en toi. Pourquoi Je un me dis, regain? est-ce Alexandre? Pourquoi un regain? T'es encore plus belle qu'avant, c'est ça que je veux dire. Vous le disiez à propos du. Il donc- sent pas un peu fort? Parce que tous les dresseurs. Niflé, enfin. Parce que quoi, tous les dresseurs? Bah, ça sent un peu le fauve malgré tout. Hein. Ah Je oui. te dis qu'il ne s'occupe plus des lions. Il n'y a pas de lions. Il n'y a même plus de chèvres, puisque on lui a volé un Mais c'est qu'elle va mordre. Il a quitté sa femme. Il a commencé par avoir peur des lions, puis maintenant il a peur des chèvres. Mais est-ce que c'est vraiment un dresseur dans l'âme, cet homme? Judith, soyez honnête, je sais que vous dites toujours la vérité. Si cet homme se présentait aux élections municipales dans votre quartier, est-ce que vous voteriez? Franchement. Non.
Franchement. Non, d'abord, il risque pas de se présenter. Bon, vous irez voter, Isabelle? Mais oui, mais moi je vote à la campagne. C'est vrai? Ah, donc vous allez marcher dans le pédiluve avant de... Oui, ça, c'est le truc des emmerdes. Avant de passer sous l'isoloir. Ben Guigui. Mais c'est très amusant, les rites dans les bureaux de vote. Moi, j'étais assesseur dimanche dernier. Il y a des gens qui prennent chacun il y avait 6 trucs. Pour bien montrer. 6 listes. 6 listes, ils prennent bien pour dire, je sais pas. Ouais. D'autres qui prennent une ostensiblement, comme ça. Et puis il y en a d'autres qui ne prennent rien, ils prennent juste l'enveloppe et j'ai dit, vous n'avez pas pris vos trucs. Il me dit, j'ai tout préparé à la maison. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on reçoit aussi. Évidemment, oui, on reçoit les... Et donc, il y a des comportements très différents et puis c'est très dur à analyser parce que si on pense que c'est tel on se gourre en général. Oui. Moi, je prends toujours plusieurs bulletins en mettant un temps entre chacun parce que je vois les gens vous matent toujours pendant qu'on choisit les bulletins. Alors, je prends ostensiblement le bulletin du Front National. Alors je vois les gens qui regardent comme ça. Il y en a qui dit il est quand même patriote pour Amico, tu vois. Et d'autres qui regardent dans le genre c'est pas le mec qu'on a vu à la télévision, je suis bien déçu. Bon. Et puis d'autres qui disent bon. Et puis après ça je prends en communiste. Alors là ça crée la confusion, puis j'en prends 2-3 autres et je fais un grand sourire à mon cher public et j'entre. Allez, on se retrouve après le journal. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Judith Magre, Isabelle Mergot, Jean Benguigui, Philippe Gueluc, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Allez, on a parlé pas mal politique avant le flash d'info. On va passer à une petite info plutôt anecdotique, amusante, vestimentaire peut-être pour vous, mesdames. Quoique, oui, ça concerne les messieurs aussi. Hein, c'est des chaussures. Bon. Des chaussures un peu spéciales puisqu'on peut passer la semelle de cette chaussure, on doit même passer la semelle de cette chaussure au micro-ondes avant de l'enfiler la chaussure. Je vous explique. C'est Reebok qui lance cette marque qui vient de Rockport et c'est la chaussure confort sur mesure. Et alors c'est des mocassins, vous pouvez choisir aussi des boots en nubuck, sauf que la semelle intérieure de ces chaussures est thermoformable. Qu'est-ce que ça veut dire thermoformable? Ça veut dire que vous la passez au micro-ondes 2 à 4 minutes, vous la mettez encore chaude et ramollie sous la plante du pied, et la semelle prend alors vos contours et votre empreinte naturelle. Rendez compte, d'où Confort Plus pour cette paire de chaussures qui ne sera en vente qu'à partir du mois d'août dans tous les magasins. Comment on va faire pour attendre? Mais Laurent, quand on a un pied qui est pas bien foutu, c'est pas bien. Bah si, ça épousera complètement votre mal foutu de pied. Eh ben, c'est-à-dire que... Oui, ça épousera complètement. Bah, c'est comme les soutiens-gorge, quand ça épouse bien, si vous avez même des seins mal foutus, je parle pas pour vous, hein, c'est un bout générique comme ça, eh ben, faudrait pouvoir se mettre aussi un soutien-gorge dans le micro-ondes, voilà, ce serait génial. Ça épouserait bien la forme, eh ben, ce serait vachement plus utile qu'une semelle. Eh ben, mais ça peut faire bouillir le lait, et ça, c'est pas... ça, c'est pas bon. Ben Guigui. Non, un peu la même chose. Je pensais qu'il pouvait décliner. Moi, j'adorerais avoir un slip comme ça. Ah, qui épouse tes formes. Non, mais oui, c'est parce qu'on est toujours en train de s'arranger, ça rien ne va jamais. Tandis que si on avait vraiment un truc moulé sur pièce, ça serait Mais formidable. il dit ça comme s'il était encombré. Non, mais c'est pas encombré, je parle pas de volume, je parle. Écoutez, je suis désolé. De position anatomique, chérie. C'est écrit, on la met encore chaude et ramollie. C'est pas pour vous, c'est pas pour le. Non mais ça c'est pas grave, mais c'est ce qui est honteux, c'est les gens qui sont pas capables de faire avoir des émotions à leur conjointe et qui disent elle est froide et qui la mettent au micro-ondes. Ça c'est honteux. Non mais là je vous parle d'une vraie révolution pour le pied fatigué, le pied déformé. Là d'un seul coup vous avez une semelle grâce. Mais le pied est libre. Voilà, vous avez une semelle qui va épouser la forme du pied, épouser vos légers handicaps, vos légères malformations, Judith. Oui, mais la méthode ancienne est pas mal non plus. On se met les pieds dans le four et puis ça épouse la forme des chaussures. Je connaissais même pas cette expression thermoformable. Hein, mais oui, chouette. car cet appareil est thermoformable et vous emportez la collection les 2 chaussures pour le prix d'une place de cinéma. Non, mais c'est vraiment, il faut faire ça. Moi, je comprends pas. J'ai une bouillotte comme ça. Une bouillotte Ouais. Thermoformable. Ouais, je la mets dans le micro-ondes, 2 minutes et demie. Et puis, il y a un liquide à l'intérieur, et puis ça reste chaud pendant au moins 5-6 heures. Et puis alors après, ça se refroidit, et quand ça refroidit, ça durcit. Ah, c'est le contraire, Et quoi. Quoi, si on marche sur un... Oui, quand elle est chaude, elle est molle. Voilà. Ouais, oui, mais On est bien d'accord, je c'est vais le pas contraire. avoir un truc dur sur le ventre chaud, quoi. Non, bien sûr, t'as raison. Et donc, Prendrait bien quelque chose de chaud avant de partir. Non, mais... et puis elle refroidit,
Et puis le matin, je me réveille, c'est dur. Non, mais c'est très vrai, ça, que le nombre de fois ça arrive, ça. Quand je me réveille, c'est dur, mais elle est déjà partie. Gueuluc. Non, mais c'est sûr que c'est ridicule. C'est pour des gens qui n'ont pas les pieds normaux. Je veux dire, on va pas non plus se mettre à analyser tous les problèmes des pieds des gens. Je veux dire, vive les gens. Les gens qui ont des pieds bien foutus. Bien foutus. Oui, mais pas pour ceux qui ont les pieds mal foutus. Je veux pas parler de moi, mais si un mec a des pieds bien foutus, c'est bien moi. Moi aussi. Vous pouvez pas savoir. C'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils j'ai ont des vos pieds pieds de nacre, moi. Je peux pas savoir. J'ai des pieds. Pieds. Ah, mais je connais des personnes qui connaissent personnellement Pierre Bénichou et qui m'ont dit le plus grand bien de ses pieds. Ah oui. J'ai Des gens qui pieds. ont passé des vacances avec lui et qui m'ont dit on a rarement vu un type avec d'aussi jolis pieds. Moi, je fais Pierre des expositions de pieds, moi. Des galeries de pointure. Non, Mais vous savez pourquoi Pierre a ses pieds que je connais, je les ai vus à l'île de Ré, ses pieds magnifiques, c'est que Pierre ne marche jamais. c'est pas pour marcher, les pieds. Ah, bah non. C'est pour montrer. Et tout le C'est pour temps, montrer. mais bien sûr. On est d'accord. Et des pieds comme un nouveau-né, c'est sublime. Un peu plus grand, hein, jaune. Non, mais je peux me mettre debout, mais je déteste ça. Parce que je vacille. Vous intéressiez aux pieds de Pierre Bénichou? Il les vend tellement bien. Oui. Mais est-ce que vous avez les orteils un peu poilus? Alors, absolument pas. Justement, le premier qui trouve un dommage. poil sur mes orteils, Alors, gagnait une paire de Reebok. Pierre Bénichou n'a pas les doigts de pied poilus, mais il marche tellement peu qu'il a la plante des pieds entièrement velue. Et vous aussi, vous avez de jolis pieds, vous Ah dites. oui. C'est un truc qui est beau chez vous, Ah ça. oui, j'ai 2 trucs beaux chez moi, mes 2 pieds. Si, c'est vrai. Ah, c'est ravissant. C'est un classique des gens qui ne se trouvent pas très beaux que de dire oh, au moins mes pieds me Eh plaisent. ben oui, j'ai de C'est vrai, très hein. belles oreilles et de très beaux pieds. Ma mère m'a toujours dit ça. Non, m'a t'as dit deux- au moins j'aurais réussi ça. T'as 2 autres choses aussi qui sont très belles, c'est ton menton. Vos pieds à vous, Gérard, vous n'en parlez pas, hein? Non, sûr, je C'est pas des pieds qu'il a. certaine discrétion. Non, Non, j'aurais des pieds comme toi, je me Ce buterais. que je trouve extraordinaire, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a presque la même pointure. C'est formidable. C'est une des rares choses qu'on ait en commun. Il a des ergots, en fait, Gérard Miller. Non, Oui, bien tout, sûr, non, petit coq, hein. Petit coq fanfaron, hein. Ouais. Je voudrais vous parler d'un coureur qui s'appelle Moncoutier. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, c'est la première fois que je prononce son nom. Il est le premier Français au classement général du Paris-Nice. Ça vous ennuie si moi aussi c'est la première fois que je le prononce? Alors, Moncoutier. Voilà, Moncoutier. Première fois. Retenez-le parce que certainement c'est un garçon dont on va entendre parler dans les semaines. Je peux le faire aussi? Oui. Votre coutier. Eh ben, Moncoutier. Allez-y, Isabelle, c'est génial de prononcer C'est ce vrai nom pour la première fois. Moncoutier. Hein, c'est beau. Et j'arrive à le prononcer celui-là, il n'y a pas de Johnny Moncoutier, alors, lui, il est 7e dans le Paris-Nice, là, au classement général. C'est un des meilleurs espoirs français. Il court pour l'équipe Cofidis. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est une belle histoire. En fait, son père et sa mère étaient tous les deux facteurs à bicyclette. Et c'est comme ça que le virus de la compétition est arrivé jusqu'à ce garçon. Il dit, j'ai passé le concours moi aussi pour être facteur, j'ai eu l'écrit, mais je suis pas allé à l'oral, parce que dans le même temps, je signais mon premier contrat professionnel, je ne savais pas trop quoi faire, et facteur me permettait de me balader en vélo. Et au moins, C'est le frère de Paulette. Le frère de quoi? Il va chanter. Paulette. Il va chanter. Ouais. Quelle horreur, il va chanter. Planquez-vous, il va chanter. Planquez-vous. C'était comment la chanson, Paulette? Il y avait Nana, et puis Nana, et quand on Nana, et partait puis sur les Paulette. Et chemins, puis quand on Paulette. partait le beau matin, à bicyclette, il y avait Firmin, il y avait Germain, Sébastien et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. C'est ça, non? Bicyclette. À bicyclette. Notre passant à l'instant avec Paulette. Alors aujourd'hui, tiens, on va voir si vous vous souvenez de son nom. Moncoutier. Bravo, Gérard Miller. C'est la deuxième fois que je le prononce. Et ben aujourd'hui, Moncoutier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le Mont Ventoux parce que Il est capable de faire le Mont Ventoux. C'est dur. Il fait le Mont Ventoux. Moi, je connaissais qu'il faisait le lapin. Donc, lui, il fait le Mont Ventoux. C'est dur à faire le Mont Ventoux. Moi, dans toutes les fêtes de famille, on dit il va faire le Mont Ventoux. Et j'y arrive pas, moi. Tu peux faire le vent du Mont Ventoux. Je suis le Mont Ventoux. Et la grêle. Tu peux faire les alpinistes. Passe-moi la corde. Passe-moi la corde. le vélo. Ou la voiture dans le Mont Ventoux. La Tornère. Non. Le Mont Ventoux, c'est très dur à faire. Et avec les piqûres. Ça c'est l'aigle du Mont Ventoux. Oui. Et les piqûres en plus. Tout ça dans le cul pour avancer, c'est formidable. Et les connes au bord de la route. Allez, Virenque. Ben, c'est aujourd'hui que les coureurs du Paris-Nice passent par le Mont Ventoux entre, il faut le dire, entre Tarascon
et Sisteron. Principale difficulté, le Mont Ventoux, 93,4 km, le Mont Ventoux, emprunté jusqu'au Chalet Renard, 1420 mètres de hauteur. Il le fait pas bien, il loupe des trucs. il fait bien quand il fait... mais il dit, entre Tarasconcon et Sisteron, il y a le Mont Ventoux, il y a le Mont Ventoux. Ah, il est très bon, il est très très bon. Et là, cet après-midi, là, à l'heure où on parle, il est en train de grimper le Mont Ventoux. Ce qui est emmerdant quand on fait le Mont Ventoux, d'abord, il faut savoir bien imiter tous les animaux, toutes les voitures, tout. Et en plus de ça, à la fin, il faut se faire grimper. C'est ça qui est emmerdant. Mais pourquoi on parle de lui? Le Mont Ventoux, parce que c'est un type formidable. Non, de Moncoutier. Pourquoi on parle de lui et pas des autres coureurs? Il n'est pas tout seul. Parce qu'il est français, c'est le premier français au classement général et il a des chances, peut-être ce soir, de remporter l'étape s'il grimpe plus vite que les autres, le Mont Ventoux, Moncoutier. Parce que c'est ça le principe du vélo, il faut vous expliquer que les gens courent pour arriver le plus vite possible. Alors, il y en a pour qui la France, ça veut rien dire, mais moi non. Moi, ça veut dire quelque chose. Quand c'est Moncoutier, ça me fait plus plaisir que quand c'est Von Meltz. Ou Trippendrengarenk des Flamands. Non, un Français. Non, comment s'appelle-t-il? Moncoutier. Oh, Moncoutier, ça non. fleure bon la France. N'empêche qu'il est que 7e, le premier français. Il y en a, je m'excuse, je la ramènerai pas trop parce qu'il y en a ça va, les ceux Belges qui et le suivent. vélo. Il y a qu'en se pissant dessus qui peuvent avoir un maillot jaune. Ah, c'est joli. Et La je ne vise personne. formule est bonne, mais c'est trop dur. Alors, non, mais il a raison quelque part, Bénichou. Quand même, le premier français est 7e, ça fait plaisir parce qu'avant, premier, vous avez Ron Petegem. 2, vous avez Jacques. 3, vous avez Rumsas. 4, Frigo. 5, Schmil. 6, Hertz. Ben voilà, 7e, Moncoutier, ça fait plaisir. Voilà. Même si c'est l'Europe, même si nous sommes pour la multi-ethnicité, il n'empêche Oui, que... mais pas trop d'en faut. Moi, je suis pour les quotas, moi. Est-ce qu'on les fait rouler dans un pédiluve? Parce que vous imaginez le paquet de bactéries que ces types peuvent transporter. Non, c'est-à-dire qu'ils se soignent tellement, tu sais qu'ils ne risquent rien d'attraper. Les cyclistes n'attrapent jamais rien. Ils sont vaccinés contre tout, dis donc. Je crois qu'on peut pas dire plus sur Moncoutier. Si, aussi. C'est notre Coutier maintenant. Gérard. Peut-être que Pierre, tu pourrais nous parler, puisque tu le sais, de l'enfance de Moncoutier. Bon, l'enfance, c'était une enfance française, une enfance simple. Papa était facteur, maman était facteur. Factrice. Ses cousins étaient facteurs aussi. Ils étaient tous ça vous facteurs. embêterait Et pas lui-même, on lui a dit, va donc porter cette lettre. Il a dit jamais, ou alors à pied. On a dit non, on prend le vélo de papa. Il a pris le vélo, mais il est arrivé au Veldiv, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Belle enfance. Vous ne voulez pas qu'on dise facteur mais factrice pour une dame. Oui, c'est vrai. Il y a une loi maintenant. On dit factrice. On l'appliquer. Pierre Bénichou. Faites Oui, attention. mais c'est emmerdant parce que pour les mercières. Parce que, alors, les femmes sont d'accord pour tous les noms de professions d'hommes, il faut féminiser, mais quand le mari de la mercière, comment on l'appelle? Le mercier. Ben Valérie. non, on appelle le mercier, on n'appelle pas un mercier. Il n'y a pas de mec qui soit mercier. Ben Eh oui, ben, il n'y a comment- pas de mecs qui sont merciers. Pourquoi cet ostracisme contre les Et hommes? moi, j'ai connu un mec qui était mercier. Les merciers, il n'y en a pas. Si. On dit marchand de couleurs. Mais non, la mercerie, c'est l'extra-fort, c'est la boutonnière, c'est le bouton pression. C'est le caoutchouc au Mais mètre. enfin. Qu'est-ce qu'on prend comme pognon en vendant du caoutchouc au mètre? Vous voulez 10 mètres de caoutchouc? Un mec qui a des bons biceps? C'est pas Non, ça. mais il faut absolument féminiser les noms de tous les métiers. Macoutier, on va dire. Oui, non, mais absolument. Absolument. Et on suit dans ce sens le combat des chiennes de garde qui en font leur jument de bataille. Oui. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergot, Judith Magre, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Philippe Gueluc. Ce matin dans Libération et dans Le Parisien, on nous parle d'une étude sur les centenaires. Une étude qui s'intitule exactement Les centenaires français, le secret, même à la recherche du secret des centenaires français. C'est une étude réalisée par la fondation Ipsen qui a été présentée hier au MEDEC. Le MEDEC, c'est un congrès de médecins, de médecine générale. J'ai au téléphone monsieur Jean-Marie Robin. Vous êtes chercheur à l'INSERM à Montpellier et co-auteur avec Michel Allard de cette étude. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'était intéressant ce qu'on pouvait lire ce matin dans Le Parisien et Libé à propos des centenaires. Alors, rappelez-nous combien il y a de centenaires en France actuellement? Je pense qu'actuellement, il doit y en avoir environ 7500 à 8000. 7500 à 8000 centenaires. J'imaginais pas tant, hein? Oui, Bon. Alors, vous en avez étudié, vous, 800, je crois. exactement. 800, 700 femmes et 100 hommes. Tout à fait. Bon, d'abord parce qu'il n'y a pas autant d'hommes que de femmes, Eh bien oui. sûr.
Il y a combien de centenaires hommes pour des centenaires femmes ou le contraire? Ça fait à peu près un ratio de 1 à 7. Donc on peut dire que chaque centenaire homme, si les hommes sont capables de rester jusqu'à 100 ans, ils ont 7 femmes. Alors, les caractéristiques communes de ces centenaires, parce qu'en fait, on a tous envie d'être centenaires. Qu'est-ce qu'ils doivent s'éclater, les centenaires. Pourquoi? Imaginez un mec et les 7 centenaires avec lui. Waouh! Parce que vous n'êtes jamais sorti dans des boîtes de centenaires. Si, je suis allé à la chanson 2 fois. Vous êtes centenaire et vous descendez en boîte, vous emballez comme un malade. Vous avez l'embarras du choix. Dites ça, remarquez, ça vous a pas donné un coup de vieux de rencontrer 800 centenaires, monsieur? Un coup de vieux. Monsieur, quel âge avez-vous? Tout à fait. J'ai une 50aine d'années, donc je suis à mi-parcours. Voilà, parfait. Mais une surdité déjà très prononcée. Alors justement, les caractéristiques communes des centenaires, parce que c'est vrai qu'on leur pose toujours les mêmes questions. On se souvient de Jeanne Calment. Mais comment vous faites pour arriver là? Non, mais on leur pose souvent les mêmes questions parce qu'ils n'entendent pas la première fois. Arrêtez, Gueuluc. Tout à fait, vous avez raison. Les journalistes posent, en tout cas aux centenaires, toujours les mêmes questions. Et Jeanne Calment, de ce point de vue-là, était géniale. Elle avait comme des tiroirs, c'est-à-dire qu'elle avait ses réponses toutes prêtes. Mais c'est pas commode quand même. Elle avait pu les tester et elle savait celles qui plaisaient et celles qui plaisaient pas aux journalistes. Alors, et les autres? Alors, les 800 que vous avez rencontrés, quelles caractéristiques communes offrent-ils? Justement, vous avez dû lire le papier, ils n'ont pas beaucoup de caractéristiques communes. Alors on s'est amusé à faire un portrait robot en imaginant un centenaire qui aurait les caractéristiques il n'y a pas de secret, moyens en fait. de tous les autres. Mais le propre des moyennes, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de secret, en fait. Si, il y a une donnée au départ, tout de même. C'est d'être né au début du siècle. Oui. Et il faut savoir par exemple qu'un bébé sur 2, c'est le titre du Parisien ce matin, un bébé sur 2 qui naît là aujourd'hui a une chance d'être centenaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Est-ce qu'il s'en rend bien compte? C'est bien ça, monsieur? C'est tout à fait ça, mais en fait, ça c'est dans 100 ans, donc on a le temps de voir venir. Oui. Mais On a à peu près combien de temps Comme vous avez bien compté, on a effectivement un siècle. Mais c'est vrai que les gens qui seront centenaires en 2050, donc ça nous rapproche quand même beaucoup, parce que ce sont justement les gens qui ont 50 ans aujourd'hui. Oui. Ce seront encore essentiellement des femmes. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes âgées aujourd'hui de 50 ans ont une chance de devenir centenaires en 2050. Donc ça fait dans 49 ans. Voilà, vous savez aussi bien compter que moi. Parfait, Très bien, merci. merci. Vous avez envie d'être centenaire, Isabelle Mergo? Vous êtes dans l'âge, vous allez pouvoir être centenaire. Ah bon, déjà? Bon, ça va, Laurent? Si, il a dit 50 ans. J'ai pas 50 ans maintenant. Justement, raison de plus. Oh là là. Ce que je trouve formidable, c'est que vous dites que il n'y a pas de caractéristiques communes. Et ce ne sont pas des gens qui ont une santé formidable, ce sont des gens qui ont été malades la plupart du temps et qui ont vaincu leur maladie. Voilà. Donc la piste génétique est la plus probable pour expliquer leur chose. Et ensuite, Il ne viendra pas jusqu'à 100 ans. Ce sont des gens, mais je vous en prie, taisez-vous. On parle entre sommités avec monsieur Riborobin. Ce sont tous des gens robustes en général. Et quand on a des poils sur la plante des pieds, on la ramène un peu moins. J'ai un caractère à la fois gay et autoritaire. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous dans 40 ans. Moi, je suis gay et autoritaire. Pierre, tu es peut-être autoritaire, mais tu n'es pas gay. Une étude, effectivement, qui confirme que l'humour et une forte personnalité aident à durer. Ça, c'est vrai, docteur? Vous savez, c'est difficile parce qu'en fait, on communique bien avec les centenaires qui ont encore toute leur tête. Bon, malheureusement, c'est pas le cas de tous, mais ceux qui ont toute leur tête, en général, ont effectivement un bon sens de l'humour. Et oui, je confirme. Excusez-moi, mais les gens qui meurent jeunes sont sinistres en général. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, comme on sait que les enfants qui naissent dans ces années, enfin en ce moment, vivront centenaires. Donc quand ils demanderont, je voudrais une sucette, tu l'auras pour tes 38 ans. Mais quand c'est que je passerai mon permis de conduire? Et pour les fringues, 84 ans. Pour les fringues aussi, il faut acheter grand. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples de centenaires, par exemple? Et oui, les centenaires, ils ont eu leur quarantaine. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est amusant et ce sont des raretés parce qu'il faut multiplier quand même 2 probabilités qui restent encore rares.
il faut que les deux deviennent centenaires, et en particulier l'homme, et ça c'est plus difficile. Et il y en a ou pas en France des couples de centenaires? En France, il n'y en a pas, mais je crois qu'il y en a. On pourrait peut-être en avoir un d'ici quelques mois. Ou... Mais c'est vraiment des choses très très rares. Vous vous en occupez vous-même ou bien vous les... Comment ça se passe? Si vous attendez une quarantaine d'années avec ma femme, on est d'accord. J'aimerais avoir un pronostic de votre part. Est-ce que quelqu'un qui a aujourd'hui, par exemple, 90 ans, qui a été préfet de police à Paris pendant la guerre d'Algérie, qui a signé un certain nombre de décrets infâmes en 1940, a des chances d'arriver centenaire si on le maintient bien au chaud dans une prison française, par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes conditions pour qu'il continue à survivre? Voilà, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je suis très content que vous me la posiez, parce que j'avais envie d'écrire dans la presse à ce sujet. Je pense que si on veut faire des nonagénaires des citoyens à part entière, ils doivent payer exactement comme les autres. Et que ça, c'est vraiment un honneur à faire à tous nos plus âgés, c'est de les traiter exactement de la même façon. Moi, je m'y connais en centenaire. J'ai une arrière-grand-tante qui est morte à 112 ans. Jusqu'à 110 ans, elle était très fringante. Après, c'était une ruine. Mais elle se maintenait parce qu'elle était veuve et qu'elle a toujours beaucoup picolé. Ah, voilà. Ah bon? Ouais. Oh tiens. Ah. Bon, je vais me marier avec un vieux, il va mourir vite, et puis je continue l'alcool alors. En tout cas, vous dites qu'il ne s'agit pas de super-héros, mais de personnes peut-être un tout petit peu plus résistantes et un peu plus chanceuses que les autres. Hein? Oui, tout à fait. Ça me semble une conclusion très prudente et tout à fait dans l'air du temps. Ouais. Parfait. Alors, on peut vous dire comme Patrick Bruel, on se dira rendez-vous dans 100 ans. Dans 100 ans Hôtel des grands hommes. Ouais, ok. S'il faut être résistant, papa, on n'arrivera pas à 100 ans. Ce sera le mot de la fin. On vous remercie, monsieur Robin. Jean-Marie, vous êtes chercheur à l'INSERM à Montpellier. Vous avez réalisé cette étude avec Michel Allard, étude qui s'appelle « À la recherche du secret des centenaires français ». Bravo, merci. Vous avez envie, vous, d'être centenaire, Pierre Bénichou? Oh oui. Oui. Surtout pour mon public. T'imagines le couple de centenaires, mais qui sont jumeaux, ils sont nés le même jour, oui. tout, et puis le gâteau d'anniversaire, tu vois un peu le truc? Ok, 200 bougies. 200 bougies. Dans de la purée. Ben Guigui. Moi, j'ai eu dans ma famille, les femmes vivent très 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 vieilles. J'ai eu des tantes aussi qui ont vécu 100 ans, quoi. 100 ans. Ah, ouais. C'était terrible parce qu'elles avaient plus de dents, plus rien, plus des grands pieds. Quand tes pieds m'embrassaient, ça pinçait comme ça. C'était comme un oiseau qui pinçait la joue. C'était absolument dégueu. Et puis elle bave un peu. Et puis ça sent mauvais aussi. Ouais. Faut le dire. Mais moi, ma grand-mère, elle bavait un tout petit peu. C'est vrai. Et puis elle m'embrassait pas, mais on appelait ça des proutes. Ah oui. Parce que ça fait. C'est parce que vous l'embrassiez très bas. Elle aspire. Elle était grande. Elle était grande, elle avait des grosses joues. J'ai pas compris. Grand-père, je peux te faire un bisou sur le nez? Ah là là. Non, vraiment. C'était épouvantable. Tiens, grand-mère, tu veux un bonbon? Calme-toi, Isabelle. Non, mais moi, je garde, quand on a 5-6 ans et qu'on voit une vieille, on garde des souvenirs épouvantés, tu vois, c'est... Oh. Arrêtez là. Mais elle revoit son enfance et elle vient de comprendre. On est ravis de vous avoir... On est ravis de vous avoir fait prendre un œuf, c'est ça? Ah, bah dites donc. Non, les vieux, ça t'excite, c'est incroyable. Toute phrase est drôle La désormais. vôtre de centenaire sentait très bon. Elle mettait des suppositoires à la menthe. Moi, j'adorerais devenir centenaire. Ah, merci Philippe Gueluc Ouais. de ramener... Mais au-delà, 150 Rien que pour ans, ça. Mais non, d'abord pour assister Pourquoi à vos faire enterrements à vous tous. J'aimerais avoir du chagrin en vous suivant jusqu'à votre dernière demeure. Non, je sais pas, parce que je me dis que c'est le seul vrai cadeau qu'on a dans l'univers. la vie, c'est de la vivre. vie, c'est de vivre, et je me dis autant poursuivre dans n'importe quel état. Enfin, je dis ça Ça, maintenant. c'est pas vrai, comme dirait la mère de... qui était pas loin d'être centenaire. Non, de vivre cette expérience, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on est toujours maître du jeu. À le moment où on décide qu'on veut arrêter l'histoire. On a c'est plus pas les sûr. possibilités justement quand on veut, et personne veut le faire pour vous à ce moment-là. Et on peut plus bouger, on peut plus attraper une seringue, des pilules, aller
acheté? Tu demandes à quel- Un revolver? Non, mais je veux dire en pleine forme. Moi, j'adore. Revolver. Pourquoi un revolver? Pourquoi faire? Pour en finir, c'est ça. Pour en finir. Ah oui? Eh ben, on peut plus, à 100 ans, on n'a plus la force. T'engages un Il faut tueur. m'appeler, il T'engages faut quelqu'un. m'appeler dans ces moments-là. Voilà. Crois-moi, quand ils ont plus la force, moi je leur en donne la force. Franchement, quand vous voyez par exemple Bénichou, vous avez envie d'être comme lui dans 20 ou 30 ans. Oui, je franchement. trouve ça plutôt pas mal. Ah, putain, dis donc, quel embelli. T'as pas tenté la gamme, non? Tu sais pas ce que c'est? Moi, ce qui m'emmerde quand je vis, c'est que je sais que je vais mourir. Est-ce que je suis normal ou pas? Je pose la question. Mais les deux choses sont parfaitement compatibles. C'est Ah bon. qu'évidemment, chacun aspire à vivre le plus longtemps possible et à rêver de ça. Mais si on n'était pas intimement convaincu, c'est-à-dire pas en y pensant, mais c'est présent en nous que ça finira un jour, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on n'arriverait pas à supporter. Mais c'est certain. évident. Et ce qui est effrayant, et là je reviens, moi je disais, c'était un petit peu pour ramener le calme, que je disais que je voulais vivre jusqu'à 100 ans, je suis pas certain. Mais ce qui est effrayant, c'est la décrépitude. Et il y a quelqu'un qui a dit... Surtout à Mardi Gras. Oui. Non, la décrépitude contre laquelle, ce que je voulais dire, c'est que nous avons toujours, tant que nous sommes conscients et vaillants, le moyen d'arrêter la machine. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très beau, qui a dit se suicider, c'est essayer de mourir de son vivant. Attention les yeux. Ça va très très loin, ça. C'est moi qui ai dit ça. Allez, on se retrouve après le journal de 17h30. Vous écoutez, on va se gêner, il est 17h30, on se retrouve après le journal présenté par Bérangère Bon. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Gérard Miller, Jean Benguigui, Isabelle Mergot et Judith Magre. Bravo. Eh bien, pour vous faire plaisir, mon cher Pierre Bénichou, je vais vous présenter le nouvel album, surtout nouvel extrait de l'album de Charles Aznavour. Près de 300 000 exemplaires de son nouvel album ont déjà été vendus depuis sa tournée triomphale et son palais des congrès. Et la nouvelle chanson extrait de l'album s'appelle Quand tu m'aimes. Juste un extrait de Charles Aznavour. Turbulent sous le vent et dessous, c'est la pluie de printemps qui vient lécher mes joues. Quand tu m'aimes, c'est le soleil brûlant qui caresse ma peau et l'air léger du temps au souffle doux et chaud. Quand tu m'aimes, c'est en plus de tout ça mille choses encore qui sont à toi et moi et perturbent mon corps. Une infinie faiblesse. Un commentaire, Jean Benguigui? Non, c'est vrai que les paroles d'Aznavour, c'est pas frappé au coin de la grande poésie française, mais il y a une magie en lui, ça passe admirablement, et c'est un immense chanteur populaire. Il a une voix en plus de plus en plus bouleversante, je trouve. Parce que les paroles vous plaisent pas, Bénichou? Si. Ah oui, oui. Si. Moi, je veux pas dire du mal d'Aznavour. On n'a pas les moyens. Isabelle, vous fondez. Vous, hein? J'adore ça. Ah, je l'adore. Et c'est vrai que les paroles sont un petit peu lourdeaux, donc quand on les écoute bien, on s'en fout, ça passe. C'est le soleil brûlant qui caresse ma peau et l'air léger du temps au souffle doux et chaud. Quand tu m'aimes. Judith, il vous dirait ça, le bel Alexandre. Le type du cirque, là. Il arrive avec son chapiteau, son nez rouge, à son périlleux arrière, 3 singes sur les épaules. Non, mais vous allez me brouiller avec toute la famille d'Alexandre. Et ben voilà, vous allez avoir tous les fratellini ado. Il arrive. Non, c'est pas possible. Il arrive, il vous dit. J'adore Aznavour. Puis moi, si on me raconte des trucs comme ça, oui, je fonds. Ça dépend qui les raconte, évidemment. Bah, imaginez que j'arrive et que je vous dise, Judith. Oh, bah, vous, de toute façon, je fonds avant même que vous me parliez. Elle est jolie, mais elle a un goût de chiotte. Tu me plais aussi, Bénichou, tu sais. Eh ben, c'est pas vrai. Mais non, je disais ça, c'est la jalousie qui me fait parler. Judith, c'est l'éclipse et l'éclair qui allument nos joies. C'est l'écume des mers qui se mord sur tes doigts. On dirait Bruno Mazur. J'ai sorti de mon le dictionnaire de rimes. Et j'écris des choses. J'aurais pu chanter Sim.
C'est vrai que c'est génial le dictionnaire de rimes, hein, quand même. Moi, j'ai pas mal utilisé pour écrire des parodies à l'époque où on faisait rien à cirer sur France Inter. On faisait 2 ou 3 parodies par dimanche. Alors, le dictionnaire de rimes, c'est génialissime parce que tous les noms en hymne, et c'est là que vous apercevez quand vous écrivez des parodies qu'effectivement, il y en a qui en abusent dans les chansons originales. C'est le cas de Didier Barbelivien qui a écrit une chanson incroyable pour Patricia Cass qui s'appelait qu'est-ce qu'ils font les riches ou les... Alors, toutes les rimes étaient en niche. C'était hallucinant. Et il n'y a qu'une rime pour le mot homme, c'est le mot somme. Alors, c'est pourquoi le mot somme, qui n'est pas un mot très employé dans la langue française, vient tout le temps dans les chansons. On dit un homme, c'est naturel en somme. Bon, il y a Rome et Rome. Et pomme. Pomme. Et Tom. Pas rime riche. La rime n'est pas riche, j'entends bien. Ben, ça doit être un autre truc. Et gomme. Il a affirmé ça. Il n'y a qu'un mot de la langue française qui se termine par j'ai connu un homme qui venait des dom-toms. Il était à la gomme. Et qui mangeait des pommes. Il m'a emmené à Rome. Il était beau, faut voir comme. Près de moi fit un somme. C'est vrai, j'ai dit une connerie. Mais je sais que le seul mot dans la langue française qui n'est pas de rime, c'est triomphe. Ça, c'est vrai. Et quand je connaissais un petit régisseur, il me parlait de Camus, et puis il me disait, oh Camus, je sais pas, moi je l'aime pas, je trouve que ça avance pas. Quoi, ces histoires, ça avance pas. Bon, bref, c'était ce niveau-là. Et puis je lui dis un jour, tu sais qu'il y a un mot qui n'a pas de rime, c'est triomphe. Je dis, ah bon, c'est marrant ça. Oh mais non, si, je peux faire rimer, regarde, triomphe et adonf. Non mais c'est vrai que triomphe c'est le seul. Triomphe et adonf, c'est pas si mal. C'est quoi un donf? Adonf, oui, mais sauf que c'est pas du français. Je roulais dans ma triomphe et nous étions à Donf. C'est à fond en verlan. Voilà. À Donf. Mais là, Pierre, retiens cette leçon. Quand on veut vraiment en imposer, comme vient de faire Isabelle, il faut que l'information soit exacte. Oui, c'est vrai, ça c'est emmerdant. C'est ça qui est problématique. Alors, on quitte Aznavour et sa nouvelle chanson Quand tu m'aimes pour un garçon qui a triomphé à l'Olympia cette semaine. Il faut dire qu'il triomphe aussi avec son 3e album. C'est De Palmas. On parle beaucoup, énormément de lui dans la presse cette semaine. Il a eu le droit aux honneurs du Parisien. Du Parisien. Il a des copains. On m'a donné tous les articles, puis je dis, tiens, il a beaucoup de papiers. Et on vous l'a photocopié. Le Parisien du 15, le Paris. Ah mais non, ça c'est le Figaro. Voilà, c'est pourquoi ça c'est Figaro. François Libé, non, il a eu tous les journaux. La résurrection de Palmas. Il marche dans le sable et retrouve son public à l'Olympia. Il a fait bouillir l'Olympia, paraît-il. Double disque de platine grâce à Jean-Jacques Goldman et Maxime Le Forestier qui ont composé la plupart des chansons de l'album. On écoute un extrait de Palmas et on en reparle. Il est réunionnais d'origine, de Palmas. Il a fait un gros succès avec Sur la route, toute la sainte journée. Et là, il a triomphé à l'Olympia. Il paraît, et c'est ça moi qui m'attire toujours dans ce genre de truc, il paraît que c'était inouï. Il y avait des jeunes gens évanouis au premier rang, les briquets allumés, l'ambiance. Je comprends. Moi, c'est rare que j'aille au spectacle sans m'évanouir. Vous n'avez jamais été comme ça pour un chanteur ou une chanteuse? Je n'ai jamais été dans un spectacle de ma vie. Jamais. Comment ça? Je sais même pas comment ça fait. Comment ça? Ah bah attendez, c'est pas compliqué ma phrase. Hein. Je n'ai jamais été à un spectacle de chanteur. Jamais aller voir un chanteur chanter? Non, jamais. Je vais vous emmener. Mais non, je l'aime pas l'idée, non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde. Alors voilà, faut emmenez-moi voir un chanteur qui n'a pas de succès. Qu'on soit pas trop nombreux. Mais sinon l'idée de... Parce que ça, des chanteurs qui chantent devant peu de monde, on peut vous en trouver. Alors voilà, ça me va. C'est étonnant d'être jamais allé voir un chanteur chanter. Tout le monde se souvient généralement le premier concert auquel il a assisté, non, Ben Guigui? Moi, c'était les 4 barbus. Les 4 barbus? Oui. Non, j'ai de la barbe, vous avez de la barbe. Nous sommes les barbus, les valeurs barbus. Poilo. Vous, Judith, le premier concert, premier chanteur ou chanteuse que vous avez Moi, je suis allée voir les Rolling Stones, j'ai été absolument épouvantée et j'ai été malade pendant 8 jours. Ah, vous voyez? Ouais, parce que je supporte pas le bruit, la foule. Avant les Rolling Stones, tu t'es jamais allé voir un spectacle de chanteur? Un grand machin comme ça. Non, avec... pas un grand machin. T'avais dû écouter Mouloudji, t'avais dû écouter oui, mais ça, c'est Yves pas pareil. Montand, quoi. Mais c'était moi, tu allais voir. Moi, le premier spectacle que j'ai vu, c'est Piaf.
Piaf. J'ai eu Moi la aussi, chance j'ai vu de voir Piaf. Piaf. Moi Et aussi, je j'ai l'ai vu vu pas Piaf. une fois, 100 fois, parce que j'y Moi allais tout aussi, le temps. moi je pleurais. C'était bon. J'étais dans un C'était un état spectacle aussi. absolument formidable, Piaf. Donc le premier, c'est Piaf. Le premier, c'était Brassens, à Bruxelles. Et puis j'ai assisté à un autre concert dans les années 70. C'était un concert historique qui a été enregistré, qui s'appelait, je crois, J'ai vu le loup. C'était Charlebois, Leclerc et Vigneault ensemble sur scène. Et j'y étais. Mon pays, ce n'est pas un pays. Quand les hommes vivront d'amour, C'est magnifique. il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous serons morts, mon frère. Vous voyez, vous ratez rien. Hein. Vous, Gérard? Les premiers, je crois que c'était Mouloudji. J'hésite entre Mouloudji et Brel. Je ne sais plus lequel j'ai vu avant, mais c'était de cette Mouloudji, t'as dû voir génération-là. avant, Mouloudji, oui. Qu'est-ce que tu préférais de Mouloudji? Moi, j'ai Déconne adoré pas, il va Mouloudji. Non, moi je peux pas chanter, moi, mais je j'adorais trouvais que c'était un Mouloudji. des chanteurs les plus étonnants, Mouloudji. que j'ai Mouloudji, c'était connu. formidable. Ouais. La myrtille, et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et les médecins, faut être idiot. T'as peut-être raison. Oui, mais voilà. Quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois, bon, j'arrête. Parce que... C'est bien, Pierrot. Moi, j'aime bien. Il y a un truc qui est formidable aussi, c'est, je sais pas si vous connaissez ces enregistrements, c'est Mouloudji chante Brel. Dans le magnifique enregistrement. Ça va être génial. Et vous vous souvenez de celle-là? Faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la De la tapisserie. tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout cueillir le guillotou avant de prendre époux. Un matin, Julie, blanche à la chapelle. Devant le nana, vous direz ce oui. Mouloudji live par Pierre Bénichou. Non, Et c'est vous pas alors, Mouloudji, Laurent c'était de... Le premier concert, Oui. Laurent. Moi, je crois que c'était un concert gratuit. Je crois même que c'était un podium au repas, puisque je. Ça, il va nous faire l'enfance malheureuse. Bah oui, c'est vrai. Et c'est la vérité, ben oui. Oui, alors peu importe, on t'a pas dit le prix qu'on avait payé, moi. C'est pas parce que je suis riche que je suis méchant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas choisi. Comprenez ce que je veux dire? Quand vous payez, vous choisissez votre spectacle. C'est pas comme, c'est pour ça. Je me dédouane. Je me dédouane parce que quand je vais vous dire que c'est Sophie Darel et Carlos, ça fait pas pareil que Mouloudji. Voilà pourquoi j'expliquais, Bénichou. Et je t'emmerde. Ah, mais après, quand j'ai eu payé, je crois que c'est Renaud que je suis allé voir pour la première fois en concert. Voilà, c'était au Havre dans un petit gymnase. Voilà. Vous êtes content comme ça. Mais le tout premier spectacle, c'était Carlos et Sophie Darel en podium européen. J'ai monté sur les épaules de mon frère pour pouvoir voir. C'était beau. C'est bien, ça, ouais, Quel c'est parcours. bien. Tout nu et tout bronzé. Je préfère manger à la cantine. Quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Et vous connaissez l'enregistrement Mouloudji chante Carlos? Non. Je vais te le faire. Je l'ai fait, moi, vas-y. Je vais te le faire. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Je peux essayer? Oui. Je préfère manger à la cantine. C'est plus comme ça, en fait. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout comme tu fais. C'est très sympathique. C'est très sympathique que tu Ah, les t'y vieux essayes. cabots. Mais c'est extraordinaire de voir toujours m'imiter. Imite Mouloudji, m'imite pas moi. Mesdames et messieurs, ici aussi, le spectacle est gratuit. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Gérard Miller. Lui, c'est Jean Benguigui, Isabelle Mergo et Judith Magre. On parlait des imitateurs. Qu'est-ce que vous dites sur les imitateurs? Alors, on disait avec Gueluc que les imitateurs, ce qui est formidable, c'est que c'est pas tellement. Pourquoi la vogue des imitateurs qui est arrêté, le plus imitateur qui a relancé le genre, parce qu'il y en a toujours eu, c'était Thierry de Luron. Pourquoi? C'est parce que Thierry de Luron piquait tellement bien les tics des gens qui permettaient aux gens d'imiter, non pas la personne, mais en imitant l'imitateur, de faire la personne. Parce qu'ils avaient piqué les 2-3 trucs. Donc tout le monde était capable de faire, quand on disait marcher, c'est un scandale. Bon, tout le monde savait faire marcher. Donc, bon, Voilà, tout le monde, on n'imitait pas De Gaulle, on imitait comment il s'appelle? Tizot, Henri Tizot. Faisant De Gaulle. Comme penser, c'est d'une banalité. Pas du tout, pas des gens qui savent pas ça. Pas du tout, C'est tu faux, peux dire. mais il met, ça y est, j'ai compris comment il fonctionnait. Il met un quart d'heure à dire un truc vachement banal, mais il fait des phrases. Et en fait, non, mais c'est vrai, mais moi j'étais bluffé, ça y est, maintenant le masque est tombé. Je sais qui il y a derrière. Mais tu vas sangloter dans 2 minutes, on va parler comme ça. Régale-toi. Mais non, tu sais bien que tu tiens pas longtemps avec moi.
Deux brèves dans Charlie Hebdo qui m'ont bien fait rire. La première sur France 2, vous savez, qui a été épinglée pour non-respect de la loi sur le tabac au sein de la chaîne, là-bas, là, sur les quais. Et alors, vous savez ce qu'ils disent dans Charlie Hebdo? On suggère aux fumeurs de France 2 de se regrouper sur le plateau du journal Le Trésor pour fumer en douce. Personne ne regarde, personne ne les dénoncera. C'est affreux. Autre brève, un lycéen américain armé d'un pistolet, vous savez, a tiré sur ses petits camarades. 2 morts, 13 blessés. Charlie Hebdo ajoute, pour lutter contre la violence à l'école, George Bush propose qu'on interdise l'école. C'est pas mal ça, moi je trouve ça assez joli. Et puis alors une nouveauté, là c'est pas dans Charlie Hebdo, c'est dans Le Parisien que je l'ai trouvé. J'aime bien les objets comme ça que lancent les marques pour tenter d'attirer le client. Et là je vais vous parler du pèse-personne, de la balance si vous préférez. Et celle-là de balance qui va sortir bientôt est une balance anti-graisse. C'est-à-dire qu'elle vous informe sur le taux de graisse que votre corps contient. Ne regardez pas. Je sais que vous faites attention à vous, Isabelle. Ouais, il y en a bien à cette table qui devrait en faire autant. Non, mais c'est pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit anti-graisse. Vous avez toujours la même graisse, hein. Seulement. Vous êtes anti-graisse. Ça nous énerve. Soyez anti-graisse. Alors, son signe caractéristique, outre de présenter 4 pièces de métal à sa surface, est de pouvoir rassurer l'utilisateur non seulement sur son poids, mais aussi sur son taux de graisse. Voilà. Et pourquoi ils disent anti-graisse? Parce que si vous savez que vous faites trop de graisse, vous allez faire attention après. Oui, mais je l'ai cette. Ah, c'est là cette machine? Oui, je l'ai. Y a qu'à et les 4 pièces métalliques, ça correspond à vos pieds. Mais comment vous entrez votre âge, votre taille et votre sexe. Comment tu peux... Attends, tu entres ton sexe dans un baisse-personne, sûrement pas. Tu dis si t'es un homme ou une femme, parce que c'est moi, pas. Je dis jamais, moi je laisse tout. Je laisse à l'appréciation de la clientèle. Non mais attends, mais le pèse-personne est tenu par le secret professionnel qui lui dit des choses. Le pèse-personne, c'est un truc qu'on fait de plus en plus en vieillissant. C'est un truc qu'on... Je vous explique, la balance détermine en fait la composition du corps par l'émission d'un courant électrique de faible intensité, on vous rassure. La gégène, ça s'appelle. Qui passe par les pieds. Vous ressentez un petit courant électrique? Non, on ressent rien du tout. C'est pas très honnête, vous appelez ça la balance anti-graisse. Sous prétexte qu'une fois qu'on sait qu'on a de la graisse, on va maigrir. Vous pourriez appeler la balance alors anti-poids, puisqu'une fois que vous savez quel est votre poids. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait moucher, hein, mais toi, tu seras certainement plus respecté. Ça n'a pas de sens. Le anti est vraiment. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est exactement ce que j'ai dit. Ma femme voulait en acheter une. Je lui ai dit à la maison, il n'y a pas de balance. Et alors, comme ça, vous savez, par exemple, je sais pas, si vous faites 60 kilos, Laurent, 65 kilos. Tout habillé, tout mouillé, 60 kilos. Et votre 68 en ce moment. 68, et votre balance vous dira que vous avez 68 kilos, en gros 40 kilos de muscles et le reste de graisse, un truc comme ça. Tu veux dire que Laurent aurait 28 kilos de graisse? 68 c'est invraisemblable cette histoire. Moi je me pèse une fois par semaine, je me coupe les ongles. Je me mouche pour être certain de faire le minimum de poids. Et il y a un meuble à côté de la balance et je m'appuie légèrement sur le meuble en me pesant. Et qui se pèse? Mon père, quand il se pesait, il était obsédé par le poids. Faut dire qu'il avait tendance à. J'appuyais, moi, au contraire. Alors la balance, ça. Avant, on pouvait dérégler le truc. Oui, absolument. On faisait des farces aux parents. On mettait pas l'aiguille devant le zéro. Ah oui, c'était terrible, ça. Moi, je me pèse tous les jours. Moi aussi, tous les jours. Tous les matins, tous les soirs, je vais pisser, je me repèse. J'arrête pas de me vrai. Ah oui, puis je me dis peut-être ils sont gourés. Je fais des réclamations. Ouais, bien sûr. Moi, je me pèse jamais, ça se voit d'ailleurs. Mais je déteste ça. Vous pesez jamais, Judith? Non, j'ai pas de balance. Moi, je me tâte. Je sais. Quelle chance tu as, Judith. Je sais bien si ça va ou si ça va pas. Vous vous êtes bien tâté, je trouve, parce que. Ouais, je me tâte bien, oui. Ah ouais, alors là. Je me fais tâter aussi. Non, moi je trouve que le mieux que pour la balance, c'est d'avoir un vêtement témoin, un pantalon témoin, un truc témoin, et puis on sait quand tu rentres plus dedans, puis c'est fini. Si t'es obsédé comme Laurent, tu dois sans arrêt te déshabiller, te remettre ton vêtement témoin, le retirer, le remettre, etc. Et puis, moi j'ai pris un truc avec une ceinture élastique, c'est un pantalon faux témoin. Tanita, elle s'appelle la balance. 300... Bodymaster, elle s'appelle aussi. La mienne, elle s'appelle Bodymaster. Il y a beaucoup plus cher. Non, c'est moi qu'on appelle Bodymaster. Tanita, elle vous donne à l'issue de la pesée le pourcentage du taux de graisse qui s'affiche en rouge entre les pieds sur l'écran digital. C'est dégueulasse. On a tellement de graisse entre moi. Je me vois pas avec 32 kilos de graisse entre les pieds. Que du muscle entre les pieds, que du muscle. Non mais franchement, c'est quand même un truc à se démoraliser totalement, une histoire pareille. Pourquoi se faire du mal comme ça? Si, tu sais, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai fait du sport et j'ai remonté, j'ai pas perdu de poids, mais j'ai remonté mon taux de graisse. Mon taux de graisse. De viande. De muscle en plus. Je répète tout ce qu'ils me disent.
Je peux vous donner un truc. Oui. Je vous assure qu'il marche parce que je le pratique de temps en temps. Si vous pesez sur une balance, sur la pointe des pieds, ça fait un peu moins. Moi qui me pèse matin et soir. C'est pas vrai. Mais oui, évidemment. Mais c'est obsessionnel. Pourquoi vous faites ça? Pour savoir si j'ai trop mangé dans la journée, fait suffisamment de sport, pour savoir si je plais encore à mon public. C'est pas la une balance qu'il dit. C'est pas une question de poids. Balance, Si, dis-moi, est-ce que je suis encore le plus beau? Oui, c'est ça. Non, mais j'étais très gros, petit. Alors, comme j'ai été très gros, je ne veux pas redevenir aussi gros que quand j'étais petit et qu'on m'a pris bouboule à l'école. Moi, c'est exactement pareil. J'étais très mince quand j'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et je voudrais redevenir aussi mince et aussi beau que j'étais. Et c'est pour ça que je me pèse tous les jours. Mais ça sert à rien, il paraît. Parce qu'on maigrit pas en se pesant. C'est ça Moi, c'est depuis que j'ai travaillé avec Jacques Martin que j'ai toujours surveillé l'avenue de 20 grammes. Mais il n'y a qu'à se regarder dans la vie. Un dernier petit mot avant de partir. Ah, mais très vite alors. Dans le genre, au revoir. On en avait marre déjà. Non, pas du tout. C'est gentil pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais vous me Philippe dites un Gueluc. petit mot avant de partir. Qu'est-ce qu'on dit avant de partir? On dit au revoir. Celui-là, alors vraiment. Un petit mot sur Lyon quand même, qui hier soir contre Moscou a été tenu en échec par moins 20 degrés. Ils ont raté une occasion en or. Faut dire qu'ils ont pris un penalty dès le début du match. Alors évidemment, ça a fait foirer l'affaire. Hein, Ben Guigui. J'ai vu le match chez un Lyonnais d'ailleurs, qui était très mal, mon voisin lyonnais. Il s'est fait beaucoup de soucis. Alors après, on Charles Millon non, c'est pas lui. Il s'appelle Robert. Et puis on s'est saoulé après parce qu'il était très malheureux. Voilà. Ça faisait enfin une Écoutez- émission où on parlait pas de foot. Et ben, quand même, il a fallu qu'on en parle. Ah, moi, je voudrais quand même signaler le titre de Libération, parce que c'est un beau titre. Les boules lyonnaises. À propos, évidemment, des joueurs de foot de l'Olympique lyonnais qui Je comprends sont. pas ce que ça veut dire. Ah, les boules, ça veut dire la colère. Et oui, ils ont les glandes, ils ont les boules. Qui comprend ça? Il y a trois lycéens qui comprennent ça. Les boules lyonnaises. C'est un joli titre, hein, Ben Guigui. C'est bien, oui, bien sûr. Vous avez tous renvoyé mon journal. Parce que les boules, parce qu'on joue aux boules à Lyon, à la lyonnaise, sur un grand terrain avec des grosses boules. Et, voilà. Et puis ça, c'était contre les Russes. De Moscou. Voilà. Voilà. Boulganine, boule lyonnaise, Boulganine, il y a tout. Tout est dans ce titre. Oui. Mais plus personne ne sait qui est Boulganine à part Pierre Bénichou. Je sais pas qui c'est Boulganine. Boulganine, c'est un. Bah, c'est des boulettes pour chiens, non, les boulganines? Et non, Vous auriez dû... à la mort de Staline, il y a eu trois. On va apprendre des trucs, Gérard Royer. Trois hiérarques soviétiques La qui Troïka. l'ont remplacé. 3 Et footballeurs. Troïka. Donc, il y a eu Boulganine, le deuxième, je ne me souviens plus, et Khrouchtchev, le troisième, et Malakoff. Quand on était petit, on racontait une histoire. Il y avait Khrouchtchev qui visitait une usine de bonbons où il voyait une petite ouvrière et il lui dit alors on emballe des boules, gamine. Il dit, il faut bien gagner sa Khrouchtchev. Ah, c'est une belle petite histoire enfantine. Et qui va vous permettre, Philippe Gueluc, de dire au revoir. Au revoir. À demain, 16h30. Au revoir.